Lieuse de Christophe Menet. Première partie. Chapitre 4. Sous les sœurs lunes. L'attachement à un lieu n'était pas un sentiment allant de soi chez les Andralogans, mais en tant que premier chef suprême, fédérateur des familles les plus influentes de la steppe, Vanille pouvait, après tout, s'autoriser quelques fantaisies. Si cela n'avait tenu qu'à lui, c'est en Trillon elle-même qu'aurait séjourné la horde à chaque passage dans la région. Un goût pour la pierre qu'il aurait été assez malvenu d'afficher cependant, pour qui prétendait mener des hommes ne trouvant le sommeil qu'à même le sol, et ne tolérant guère plus qu'une tente de peau entre eux et les étoiles, lorsque le climat leur imposait un toit. Vanille exigeait toujours qu'on stationnât sur cette même colline, que contournait la Trionne juste avant de filer vers la cité et son port pour se jeter dans la mer, au double prétexte qu'on y dominait légèrement la plaine et qu'elle jouxtait un gué permettant de traverser le cours d'eau presque en toute saison. Le chef y avait en outre quelques confortables habitudes. Pour s'isoler du perpétuel vacarme du camp, il s'asseyait toujours sur la même pierre plate, d'où il pouvait se baigner les pieds dans les remous pour les délasser, en triturant pensivement le pendentif qui lui rappelait son foyer. Un simple fragment de bois, percé d'un trou que traversait un lacet de cuir, une esquille arrachée à un rondin de la cabane qu'il avait maladroitement bâtie de ses propres mains, à l'embranchement de deux autres rivières plus à l'est et plus calmes, qui s'épousaient paisiblement pour aller terminer leur course dans le même estuaire sablonneux. Un endroit baptisé du nom de Cognan par les descendants de Nihi, seule famille andralogane à s'être en partie fixée quelque part sous l'impulsion d'Oraou, l'oncle de Vanille, son mentor avant tout, qui l'avait épaulé quelques années durant à la tête du clan, après la disparition du chef d'Ornilly, son père, alors qu'il n'avait que 10 ans. Les mœurs par trop sédentaires de la famille n'étaient pas du goût de tous, et l'embryon de village aurait sans aucun doute fait l'objet d'attaques régulières si Vanille n'avait lui-même pris l'ascendant sur les autres clans. Les cavaliers de la steppe ne reconnaissant que l'autorité conférée par la force, il avait fallu, pour préserver le Cognan de la violence, aller porter la mort au sein des autres familles, couper des têtes, brûler des camps, éradiquer pour l'exemple des lignées trop retorses afin d'en soumettre d'autres, moins téméraires. Si le clan Nihi se montrait si dominateur, c'était précisément grâce à sa base arrière où pouvaient s'abriter femmes, enfants et anciens, tandis que, soulagés de ce poids mort, les cavaliers se ruaient sur l'adversaire. Une évidence qu'il avait fallu faire entrer à coups de gourdin dans le crâne des autres chefs lorsqu'il s'était agi de fondre de concert sur Trillon, histoire de se donner un objectif commun, plutôt que de continuer à s'étriper entre familles pendant tout un autre millénaire. Même endormis par des siècles de paix, les défenseurs de la doyenne des cités seraient finalement venus à bout d'une typique horde andralogane, lestée de son lourd troupeau humain. Le déferlement de près de 6 milliers de cavaliers sans attache les avait en revanche pris au dépourvu. Une victoire presque trop facile, qui avait achevé de convaincre les principaux clans que l'unité était la seule voie, et Vanille, le seul chef en mesure de l'obtenir. Une victoire inenvisageable, ne serait-ce que quelques décennies plus tôt, du temps où Trillon pouvait encore compter sur le soutien de l'Arrivée, sa légion et ses cités-filles. Mais au fil des ans, à force de différends commerciaux et de querelles de personnes, la doyenne, autosuffisante en presque toutes les ressources, s'était imprudemment isolée du reste du continent. Des considérations politiques qui dépassèrent à l'époque les capacités de compréhension de la plupart des Andralogans, tout comme les raisons qu'avait eu Vanille d'épargner à Trillon le saccage en règle auquel aspiraient pourtant ses lieutenants. « Un peuple réagit comme un enfant ingrat », l'avait un jour averti son oncle Raoult. « Ce que tu lui donnes chaque jour n'a plus de valeur à ses yeux. » Les Andralogans ne dérogeaient pas à cette hypocrisie. Ils avaient beau conchier le mode de vie des sédentaires que Vanille leur interdisait de massacrer gratuitement, ça ne les empêchait pas, au prix de quelques contorsions idéologiques, de se repaître des fruits de leur labeur. Cette alléchante odeur de grillade qui émanait du camp, par exemple, n'était pas celle d'un buffle sauvage,
mais plutôt d'un bœuf cédé par un éleveur, trop heureux de ne pas voir brûler sa ferme avec toute sa famille dedans. Les plus fervents partisans de la tradition prônaient une existence austère, à laquelle devaient suffire, à l'état brut, les prodigalités du dieu Ayo. Autrement dit, si ces bigots avaient été réellement fidèles à leurs convictions, c'est nu et accru qu'ils auraient monté leurs chevaux, pour se battre et chasser, armés seulement de bâtons et de pierres, plutôt que de trimballer derrière eux des forges démontables et de faire régulièrement le plein de vieux fers et d'acier, de condiments, d'étoffes et de poteries, en pillant des hameaux isolés à la lisière de l'impénétrable forêt qui barrait l'ouest de la plaine. Plutôt que de s'abandonner une fois encore à la consternation où le plongeaient trop souvent les siens, Vanille chaussa ses bottes de peau et remonta la colline pour aller se régaler d'un bon morceau de viande qu'on n'aurait pas manqué de lui réserver. Un peu à l'écart du camp principal, son fils Mani présidait avec autorité un impressionnant groupe d'au moins 300 de garçons, tous plus âgés que lui. Sur leurs flammes à eux, ne rôtissaient que des proies, prélevées comme il se devait dans le cheptel du seul pâtre trouvant grâce à leurs yeux, Ayo, le dieu de leurs ancêtres, des lapins en l'occurrence et des chiens de prairie. Ce diable de Mani avait su monter à cheval avant sa 6e année révolue. Même s'il en avait affiché une grande fierté aux yeux de tous, Vanille aurait de loin préféré que le petit restât le plus longtemps possible au Cognan, auprès de Manaïa sa mère et de ses 2 sœurs aînées. À grandir au sein des hordes, il s'y était systématiquement acoquiné avec les pires fanatiques. Force était de le reconnaître, leur superstition avait tout pour charmer les gosses. Des fables incohérentes, qu'un chef devait cependant se garder de remettre frontalement en question s'il voulait maintenir au plus haut l'exaltation de ses troupes. Vanille aurait tant apprécié que son oncle restât auprès de lui, ne serait-ce que pour contrebalancer cette détestable influence qui pesait bien trop lourdement sur l'éducation de son fils. Il en voulait parfois à Oraou de l'avoir laissé tomber pour jouir du confort auquel lui-même ne pouvait que rêver secrètement. Il lui fallait cependant l'admettre, son ancien mentor n'aurait pu mieux le soutenir dans sa prise de pouvoir qu'en s'infiltrant comme il l'avait fait en la doyenne des cités, et ce bien avant sa conquête, jusqu'à en devenir, sous un nom d'emprunt, l'un des plus influents dignitaires. Le petit peuple trionnais ne jurait plus que par son héros, le sénateur Septimo, qui avait su négocier la survie de la cité avec les Andralogans quand l'aristocratie prenait ses jambes à son cou. Quant aux fiers cavaliers de la plaine, dont les incessantes compétitions entre chasseurs décimaient sans discernement des troupeaux entiers de buffles, s'ils ne crevaient plus de faim au point, pour certains, de disputer des carcasses aux charognards de la steppe ou de leur abandonner leurs marmots surnuméraires, s'ils pouvaient depuis 10 années se gaver des ressources produites par Trillon et sa province, tout en conservant cet air arrogant de ne pas y toucher, c'était en grande partie au vieil Oraou qu'ils le devaient, quand bien même tous le croyaient mort. Vanille avait envisagé de présenter enfin son grand-oncle à Manille lors de leur dernier entretien, mais il s'était ravisé en chemin, constatant avec quel mépris son fils toisait la foule des rues de Trillon, et aussi comme il restait fier de ce qu'il avait fait, même après les brimades, les tentatives d'explication et l'exécution de ses complices. Le gosse représentait tout ce qu'Oraou exécrait chez ses anciens frères Andralogans. Même s'il peinait encore à se l'avouer, Vanille n'était plus très loin d'éprouver la même irréversible aversion pour ses compagnons d'armes, son fils inclus. Rien d'autre n'animait les cavaliers de la steppe qu'une inébranlable fierté. Une fierté ne reposant sur rien de concret, ne puisant sa force que dans un étouffant entre-soi, mêlé d'un aveuglement maladif quant à tout ce qui pouvait contredire la foi en Ayo, ce dieu intransigeant dont le culte leur avait valu, 1000 ans plus tôt, leur mise au ban des sociétés humaines. Les choses évoluaient cependant, même si les habitations fixes du Cognan continuaient de révulser les plus farouches défenseurs de la tradition. Nombreux étaient ceux qui commençaient à trouver leur compte dans ce mode de vie hybride. Les cabanes se multipliaient et s'entouraient de jardinets que cultivaient ensemble vieillards et petits-enfants quand ils ne s'adonnaient pas à la pêche. Un complément de nourriture bienvenu lorsque les chasseurs jouaient de malchance. Même si Trillon s'était encore un peu plus isolé des autres cités depuis sa reddition,
son Sénat n'en conservait pas moins des yeux et des oreilles du côté de la lisière ou sur les quais de Salveport et de l'Arrivée. Curieux de la marche du continent, Vanille visitait le Parlement trionnais bien plus assidûment que ne se le figuraient ses cavaliers. Dans les profondeurs de sa vaste bibliothèque, sous la discrète férule d'un sévère scribe, il avait même acquis les rudiments de la diplomatie en même temps que ceux de la lecture. Sous la grandiose coupole, il rencontrait avec patience tous les notables, informateurs ou simples gens du peuple que jugeait pertinent de lui présenter son oncle, et se plaisait à contempler, entre deux entretiens, la splendide carte du monde connu qui ornait le sol de l'ère des orateurs. Ces milliers de galets, qu'on devinait choisis avec soin pour leur teinte autant que pour leur forme, figuraient en brun des montagnes, à la pointe ouest et au nord, en beige un littoral dentelé descendant vers le sud jusque l'Arrivée, et en une espèce de gris matiné de vert, l'immense forêt, prétendument hantée, en lisière de laquelle avait poussé Castelpriani, puis Corrières et tout un chapelet de hameaux. Alors que le sud et l'ouest du monde incrustaient leurs derniers galets dans un océan de marbre bleuté, le nord et le sud poussaient les leurs jusque sous les premières marches, donnant l'impression que la carte se poursuivait sous les gradins circulaires. Vanille estimait que Le Cognan devait se situer quelque part entre le 3e et le 4e rang de sénateurs. Bien plus qu'une simple cité vaincue et soumise, Tryon tenait une place centrale dans l'ambitieuse alliance de l'Est dont rêvaient Vanille et son oncle. S'inspirant des récits antiques que lui soumettait son précepteur, le chef avait réquisitionné la plus luxueuse villa de la cité afin d'y accueillir le jeune Aréos de Castelpriani et la petite Marna de Corrières, avec tellement de faste qu'ils en auraient rapidement oublié leurs conditions d'otages. Élevés dans l'amitié des Trionnais et Andralogans réunifiés, leur noble progéniture aurait donné une génération d'alliés de tout premier plan, à commencer par le futur Doukas de Corrières en personne. Des plans cependant bien trop harmonieux et pacifiques pour Mani et sa bande de fanatiques. Désormais, Vanille le savait, l'Arrivée entrait dans la partie. Il ne lui restait plus qu'à espérer que ces tout nouveaux alliés de circonstance tiendraient leurs promesses. La petite lune s'était levée à l'est, alors que la grande s'attardait encore au-dessus de l'horizon d'ouest. Ce n'était que la seconde fois de sa vie que le chef Vanille voyait les deux sœurs dans le même ciel. Bientôt elles feraient un bout de chemin ensemble, puis la cadette dépasserait l'aînée. Qui serait encore là pour le voir? Lui? Son fils? Beaucoup d'hommes risquaient de mourir dans la guerre inévitable qu'avait provoquée l'enfant. Si ce dernier devait y rester, ce ne serait après tout que justice. Une justice que son père n'avait pas eu le courage de lui administrer. Malgré la lassitude qui l'accablait chaque jour davantage, Vanille était bien moins vieux qu'il ne le ressentait, et son épouse Manaya était plus jeune encore. Des garçons, après tout, elle pouvait assurément lui en donner d'autres, se prit-il à penser en couvrant d'un regard envieux Tohéro l'Ancien, que son indiscutable fils, à peine plus âgé que Manille, suivait partout comme son ombre. Il chassa prestement cette pensée indigne, mais elle alla se terrer dans un recoin sombre de son esprit, alors qu'il observait son enfant assassin. Ses longs cheveux fièrement déliés, il désignait le ciel, debout au milieu de son cercle d'adeptes. La course des sœurs lunes obéissait à un cycle qui, bien que trop long pour être pleinement compris des hommes, n'en possédait pas moins une inévitable explication logique. Pourtant, les illuminés de toutes sortes se plaisaient à y voir des signes, des présages évidemment favorables, tandis que leurs rivaux s'inventaient des mensonges équivalents exactement sous le même ciel.